Bonsoir à tous et bienvenue dans Azur Politique. Après-demain, le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Et voici le thème de cette année pour toutes les femmes, les filles, droit, égalité, autonomisation. Est-ce que la Côte d'Azur est à la traîne? Est-ce qu'on protège et accompagne suffisamment bien les victimes? Notre territoire est dans le triste top 5 où l'on compte le plus de violences faites aux femmes. Autre sujet, les inégalités salariales. L'écart se maintient, nous dit l'INSEE. Pourtant, les collectivités azuriennes, Antibes par exemple, s'engage pour donner plus de pouvoir aux femmes dans le secteur économique. J'ai le plaisir d'accueillir nos invités. Bonsoir Frédéric Grégoire Concas. Bonsoir. Vous êtes avocate et présidente du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles des Alpes-Maritimes. Bonsoir Alexandra Martin. Bonsoir. Députée des Alpes-Maritimes, vous portez une proposition de loi pour mieux détecter les cas de violences sexuelles et intrafamiliales. À mes côtés, Denis Caro, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Bonsoir. Bonsoir Pauline, bonsoir à tous. Et bonsoir à Margot Sansano qui Bonsoir, Pauline. est journaliste avec nous à BFM. Azur Politique, c'est parti. Et l'actualité nous démontre à quel point les femmes n'échappent pas aux violences dans les Alpes-Maritimes. Margot Sansano, une femme au Cap d'Antibes ce matin, a été menacée et violentée par son conjoint. Exactement, Pauline. Selon nos informations, un homme a aspergé sa compagne d'essence, l'a menacée avec son fusil avant de se retrancher dans son domicile. La femme a heureusement réussi à s'échapper du domicile conjugal situé avenue des Pêcheurs à Antibes avant l'arrivée des forces de l'ordre. Un énorme dispositif de police a été déployé dès 8h30 ce matin. Le RAID, l'unité d'élite de la police nationale, est intervenue. Malgré les négociations, l'homme a refusé de se rendre et un assaut a été donné. Il a finalement été interpellé après plusieurs heures. Une enquête a été ouverte, Pauline. Un exemple parmi tant d'autres, malheureusement. Quelle est la situation des violences faites aux femmes dans les Alpes-Maritimes? Eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les Alpes-Maritimes font partie des 5 départements les plus touchés. Ici, le taux de violence envers les femmes est bien supérieur à la moyenne nationale. On recense 12 femmes victimes pour 1000 habitantes contre 9 pour 1000 en moyenne en France. Et la réalité est bien plus sombre car on estime que moins d'une femme sur 5 ose porter plainte par peur, par honte ou faute de solution. En 2024, 4300 personnes ont déjà été identifiées comme victimes de violences conjugales ou intrafamiliales dans notre département. Et Margot, le stade ultime de la violence, c'est le féminicide, bien sûr. Oui, dans les Alpes-Maritimes, ce sont 1 féminicide en 2024, 3 en 2023, 5 féminicides en 2022. Et ce phénomène ne se limite pas à notre territoire, à l'échelle nationale. La situation est tout aussi préoccupante. 139 féminicides ont été recensés en France en 2024, selon l'association Nous Toutes. Merci Margot Sansano. Alexandra Martin, je vous laisse réagir à ce qui est arrivé ce matin à cette femme, tristement commun, on pourrait dire. C'est un acte particulièrement barbare et violent. Heureusement, ce genre de violence, on ne le voit pas tous les jours. Néanmoins, tous les jours, au quotidien, ce sont effectivement des femmes, parce que ce sont souvent les femmes qui sont agressées par leurs conjoints. Tous les jours, beaucoup de femmes, encore, dans les Alpes-Maritimes et en France, subissent des violences intrafamiliales et des enfants aussi, d'ailleurs. Frédéric Grégoire Concas, vous qui êtes avocate, vous êtes familière de ce genre de dossier, d'affaires? Oui, malheureusement, c'est des dossiers qu'on voit de manière très fréquente. Alors peut-être pas avec l'intervention du RAID comme ça a pu être fait, dont on doit se féliciter, parce que je pense qu'il y a eu des situations dans lesquelles le RAID n'est pas intervenu et qui ont fini de manière dramatique. Donc là, on voit qu'il y a eu une réaction de la police tout à fait conséquente et adaptée. Oui, effectivement, on le voit. Alors on a de meilleurs outils qu'on ne pouvait avoir il y a quelques années. Mais n'empêche que les chiffres sont là. Par exemple, moi, quand j'ai commencé le métier d'avocat, on n'avait pas d'ordonnance de protection. C'est-à-dire que la femme qui était victime de violence, elle partait avec ses enfants, ou parfois sans ses enfants parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Et la situation était encore beaucoup plus compliquée. Frédéric Grégoire Concas, je rebondis justement à ce que vous venez de dire. Pour l'instant, alors les circonstances exactes de cette affaire restent à préciser. Cet homme avait-il déjà fait l'objet de signalements ou de plaintes? L'enquête nous le dira. Plus largement, on sait que de nombreuses femmes victimes de violences n'osent pas porter plainte. Pourquoi, selon vous, malgré effectivement l'existence de dispositifs
censé justement les protéger? Alors c'est très compliqué parce que l'agresseur n'est pas un inconnu. L'agresseur, c'est l'homme que vous avez choisi pour avoir des enfants. Parfois c'est une personne que vous aimez encore. Parfois aussi, c'est une personne dont vous dépendez financièrement, économiquement. Et on sait que c'est très difficile de partir dans ce genre de situation. Et en plus, s'installe bien souvent dans des situations de violence comme celle-ci, un phénomène d'emprise où l'agresseur qui a commencé par du dénigrement, des insultes, eh bien vous fait comprendre que vous êtes incapable de rien, que de toute façon sans lui rien ne sera possible, et cette petite musique qu'on vous serine depuis des mois, des années parfois, eh bien porte ses fruits. Elles ne se sentent souvent pas capables. Parfois on met même tout en place, on a une ordonnance de protection, elles peuvent être sereines chez elles, mais elles ont le sentiment qu'elles ne vont pas s'en sortir et ont tendance à rappeler leur agresseur. Chaque jour, nous relatons dans les colonnes de Nice Matin ou sur BFM Nice Côte d'Azur des faits de violence. Très près de nous, un homme soupçonné d'avoir tué sa compagne le week-end dernier à Mandelieu. Un procès en ce moment aux assises des Alpes-Maritimes pour meurtre et proxénétisme. Est-ce que vous faites le constat de violences de plus en plus nombreuses et est-ce que c'est aussi qu'on en parle davantage? Alors, ce qui est incontestable, c'est qu'il y a une libération de la parole et que on constate de plus en plus de violences. Est-ce qu'elles existaient avant et elles n'étaient pas dénoncées? C'est possible. Ce qui est certain, c'est que dans nos associations, depuis le Covid, on a doublé le nombre de prises en charge entre l'année dernière, entre 2023 et 2024, nous prenons en charge 70% de femmes en plus. On est passé de 625 femmes que l'on prenait en charge à plus de 1000 aujourd'hui. Ce qui explique aussi le mauvais classement dans lequel nous nous trouvons. Alors, je dans ne sais les pas Alpes-Maritimes. si c'est une question de mauvais classement, peut-être parce qu'il y a pas... Très sincèrement, je n'explique pas pourquoi les Alpes-Maritimes sont plus mauvaises que les autres. Ce qui est certain, c'est que la libération de la parole nous oblige collectivement, les collectivités, l'État, les associations, à répondre à tout cela. Et dans les périodes d'insécurité budgétaire que nous vivons, c'est très important de le rappeler. On a toute une campagne actuellement dans les CIDF de la Provence-Alpes-Côte d'Azur pour dire que nous sommes en danger parce que nous manquons de financement pour répondre aux demandes. Alexandra Martin, vous qui êtes députée et qui suivez de près effectivement ces coupes budgétaires annoncées, ce régime de diète auquel nous sommes astreints en ce moment, est-ce que vous craignez justement que vous qui défendez au quotidien les femmes, est-ce que vous craignez qu'il y ait moins de moyens attribués à la fois aux associations, à la fois à la justice dans le cadre de cette défense? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Des associations remarquables comme la vôtre, comme d'autres, Arpège, Parcours de femmes, pour celles que je connais bien, répondent à des appels à projets. Elles ont déjà du mal. Bon, c'est très compliqué en plus de répondre à un appel à projet. Souvent, il ne dure qu'un an. Que faites-vous au bout d'un an lorsque votre appel à projet concerne la prise en charge de l'accompagnement d'enfants, par exemple, qui ont été témoins de violences intrafamiliales ou victimes? Vous ne pouvez pas les remettre dans la rue. Donc, ces associations prennent sur elles et continuent. Voilà. Mais je suis convaincue que effectivement le chiffre des Alpes-Maritimes est aussi, je crois, dû au fait qu'il y a un climat de confiance dans les Alpes-Maritimes et un réseau de partenaires qui est très efficace et qui fait que la parole des femmes se libère davantage et c'est tant mieux. Alors de quoi parle-t-on quand on parle de violences faites aux femmes? C'est important d'être précis, de qualifier tout cela. On parle de violences domestiques, coups, violences psychologiques, viol conjugal, féminicide, mais aussi d'harcèlement ou d'agression sexuelle, de mariage précoce et forcé, de mutilation génitale féminine et aussi de trafic d'êtres humains. Et je reviens sur ce que Denis Caro évoquait, ce procès pour proxénétisme que nous suivons en ce moment dans l'actualité. C'est le deuxième procès en un an sur des faits très graves, séquestration, maltraitance, viol. Est-ce que c'est propre aussi à notre région, malheureusement, le défi de combattre le proxénétisme? Non. Non, nous en parlions hier justement en délégation droits des enfants. Le proxénétisme se développe à bas bruit parce que nous ne
nous n'avons pas en notre possession les véritables chiffres et notamment de la prostitution des très jeunes, des tout jeunes, Des mineurs. de mineurs qui effectivement parfois au gré de leurs mauvaises rencontres sur les réseaux sociaux notamment sont enrôlés dans un système de prostitution. C'est un sujet très grave, très préoccupant. Est-ce que la lutte contre la prostitution s'est vraiment accentuée ces dernières années ? Je le crois, mais pas assez. Je pense que la cyber-pédocriminalité aujourd'hui est en train... C'est de nouvelles formes. C'est une nouvelle forme, effectivement, mais qui, comme je vous le disais, entraîne malheureusement des enfants. Hier, on parlait du cas le plus jeune, un enfant qui avait 10 ans. Bon, c'est quand même un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur, donc qui interroge beaucoup et qui était beaucoup sous les radars, et il faut vraiment le mettre en lumière parce que c'est très important. Alors Alexandra Martin, vous avez déposé une proposition de loi visant à renforcer la prévention et la détection des violences sexuelles et intrafamiliales. On va regarder dans le détail et on vous fera réagir, vous qui connaissez très bien le terrain et les femmes, Frédéric Grégoire-Concas. Alexandra Martin, vous vous attaquez à l'origine du problème, à savoir repérer les violences à un stade précoce. Qu'est-ce qu'un entretien prénatal ? En quoi ça consiste ? Alors c'est l'entretien que toutes les femmes qui sont enceintes ont de manière obligatoire. Et moi ce que je souhaite, et c'est ce que je propose dans cette proposition de loi, c'est que soit inséré dans ce rendez-vous obligatoire une partie de sensibilisation, voire de détection, effectivement, de violences intrafamiliales ou sexuelles, parce que je crois que ça peut être un bon moment. Également aussi, au moment où des jeunes femmes viennent consulter pour avorter, et lorsqu'elles ont moins de 15 ans, je pense que c'est une situation dans laquelle on peut effectivement sensibiliser, et peut-être regarder ce qui se passe de plus près. Ça me paraît être 2 moments clés dans la vie d'une femme, dans ces conditions-là, qui peuvent permettre de faire passer des messages en tous les cas et de détecter. Parce que ce que vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes effectivement qui vivent sous cette emprise, qui ont peur. Et donc un des moyens aussi, c'est d'avoir des professionnels qui arrivent avec leur expertise à détecter une violence intrafamiliale. Mieux former les professionnels. Mieux former les professionnels dans leur formation pluridisciplinaire, intégrer obligatoirement une formation aux violences intrafamiliales et sexuelles. Frédéric Grégoire-Concas, vous partagez ce remède proposé par la députée ? Ah oui, notamment lors de l'entretien prénatal, puisqu'on sait que la maternité est une période pendant laquelle, la grossesse est une période pendant laquelle les violences augmentent ou même apparaissent à ce moment-là. On sait que c'est un moment très problématique dans un couple qui n'est pas sur un principe d'égalité, et que donc je pense que c'est effectivement un moment adéquat, mais de manière plus générale, je pense que la formation elle doit être faite dès que l'on peut, c'est-à-dire que tous les médecins doivent être formés sur ces questions-là, toutes les assistantes sociales doivent être formées sur ces questions-là, toutes les éducatrices, tous les pharmaciens. Mais c'est pas déjà le cas aujourd'hui ? Non. Alors, il y a des associations qui ont pris ce sujet à bras-le-corps et qui ont, par exemple, édité des fiches actions, par exemple, vers les pharmaciens. Ce sont quand même des acteurs du quotidien qui sont au quotidien en confrontation avec leurs clients, leurs patients. Donc ça, c'est très intéressant et il faut le systématiser. Ce matin, ça a été signé ici dans les Alpes-Maritimes le schéma départemental des violences faites aux femmes. Et il y avait dans ces signataires des professionnels, et c'est très important qu'ils soient impliqués. Et il y a une fiche action qui concerne justement la formation des professionnels de santé, des pharmaciens et tout ça. Margot Sansano, vous vous interrogiez, on s'interroge, on parle des victimes, ce sont elles les priorités, mais on parle un petit peu moins des agresseurs, et vous vous interrogez sur les moyens juridiques qui sont mis en place. Oui, effectivement, on parle souvent justement du manque de moyens pour les victimes, mais qu'en est-il des solutions pour éloigner et surtout écarter, encadrer les agresseurs ? Alors ça fait partie aussi d'une des fiches actions du schéma départemental qui a été signé ce matin. C'est la prise en charge des auteurs. Alors nous, dans notre CIDF, on ne s'occupe pas des auteurs parce que ça pose des questions de conflit d'intérêts. On ne peut pas avoir un auteur et une victime en même temps, donc on a choisi de ne pas s'en occuper. Mais il y a des dispositifs, il y a des associations qui s'occupent en post ou en pré-sententiel de la prise en charge des auteurs. Et la question était effectivement aussi, quand on éloigne un auteur, eh bien, où est-ce qu'il va
aller vivre et de trouver des places d'hébergement pour eux aussi. Alors ça paraît un peu paradoxal parce qu'on se dit on n'a pas de place pour héberger les femmes victimes de violences, mais on va en trouver pour les auteurs. Mais d'un autre côté, si on veut éviter la récidive, c'est bien que l'auteur ne dorme pas dans sa voiture en bas du domicile de madame. Donc c'est aussi, faut aussi tenir ce bout de la chaîne-là. Et encore une fois, je pense qu'il faut avoir une vision plus globale du phénomène de violence intrafamiliale. C'est essentiellement le fait des hommes. Et tous les hommes violents ne sont pas des pervers. Ils sont aussi le fruit d'une société qui fonctionne sur des systèmes inégalitaires et sexistes. Et que donc c'est très important de s'intéresser aux mécanismes qui font qu'un homme va devenir violent pour les déconstruire, pour faire de l'éducation, pour faire de la sensibilisation et pour arriver à créer une société sans ces violences sexistes et sexuelles. Oui, je voudrais simplement dire que je porte ce sujet de l'accompagnement des auteurs depuis très longtemps parce que j'y crois fermement. Je suis très heureuse de voir qu'aujourd'hui ce n'est plus un sujet tabou parce que ça l'a été pendant longtemps et que lorsqu'on travaille sur les auteurs, notamment ceux qui sont en prison, et il y a des associations qui le font admirablement bien, eh bien la statistique de non-récidive est extraordinaire. N'oublions pas que des femmes reviennent voir leur bourreau en prison et de très nombreux groupes se reforment. Donc il est important de pouvoir travailler sur la non-récidive. Je voudrais qu'on revienne sur les victimes. Quelles solutions d'hébergement existent pour les femmes et est-ce qu'il y a assez de place dans les Alpes-Maritimes ? Non, bien sûr, non, il n'y en a jamais assez. Alors il y a la maison des femmes, c'est une maison départementale. Apparemment, elle a été ouverte en novembre, elle ne serait ouverte pour l'instant qu'une seule journée par semaine. Alors ça c'est autre chose. Oui, mais c'est autre chose. C'est pas d'hébergement, mais juste pour parler de l'hébergement, à Cannes par exemple, ça a été une des premières villes à mettre en place justement un site d'hébergement de la Villa Bals, qui malheureusement est tout le temps occupé par des femmes avec leurs enfants. Et ça c'était quelque chose de nouveau. Mais malheureusement, beaucoup de femmes avec leurs enfants se retrouvent dans des hôtels sociaux. Et là, c'est la double peine, parce que quand on a vécu le parcours que ces femmes et ces enfants ont subi, se retrouver dans des hôtels, excusez-moi, le terme est miteux, c'est terriblement traumatisant pour le moral et ça complique le rebond qu'elles doivent avoir. On n'assure pas la sécurité. On va progresser sur la question des inégalités salariales. Dans une étude publiée ce mardi, l'INSEE rappelle que les écarts de salaire entre les femmes et les hommes dans le secteur privé demeurent en France. En 2023, le salaire moyen des femmes en France était 22% inférieur à celui des hommes. Les femmes sont donc moins bien payées. Est-ce que ça se vérifie sur la Côte d'Azur ? Oh bien sûr, il n'y a pas de raison qu'on soit meilleur qu'ailleurs sur ces questions-là. Mais est-ce qu'on est pire qu'ailleurs ? Je ne sais pas si on est pire qu'ailleurs. J'ai pas de chiffres, donc je parlerai en l'air, mais il n'y a pas de raison que ce soit différent sur la Côte d'Azur qu'ailleurs. Et comment ça s'explique cette situation, Alexandra Martin ? Mais justement, c'est la bonne question. C'est une malheureuse réalité. J'ai du mal à me l'expliquer, sans doute, parce que il y a toujours, dans le parcours d'une femme dans une entreprise, il y a un moment où elle doit s'arrêter pour donner naissance à ses enfants, voire prendre après un congé de parentalité. Donc, je pense que tout ça, inconsciemment ou consciemment, rentre dans le calcul de la fiche de paye d'une femme. Et c'est vraiment un phénomène contre lequel il faut se battre. Et je suis toujours étonnée d'entendre ces chiffres qui sont malheureusement là et qui sont véridiques. Il semblerait aussi qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que les femmes ne négocient pas leur salaire. Parce que quand on est une femme, on ne doit pas faire de... Oui, très sincèrement. Soit elles ne négocient pas leur salaire, soit elles ne négocient pas leur promotion. Ou quand elles ont une promotion, elles ne vont pas négocier le salaire qui va avec, se mettant une sorte de frein. On le connaît, c'est la notion de plafond de verre et tout ça, que les femmes ont souvent un sentiment d'illégitimité à venir réclamer quoi que ce soit. Alors, il y a un projet qui est en cours d'étude qui concerne le congé parentalité. Il pourrait être moins long que celui qui existe actuellement, mais mieux payé. Est-ce que l'idée, c'est d'inciter les femmes à revenir plus vite au travail et donc à ne pas se trouver dans une détresse économique ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Oui, l'idée, c'est aussi de partager ce congé avec les hommes. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'hommes qui prennent des congés parentaux.
Donc oui, effectivement, les ramener plus vite au travail. Bon, il existera toujours de toute façon pour elles la possibilité de prolonger leur congé de maternité ou de paternité. Bon, je suis pas certaine que ça soit un levier très intéressant. Alors si c'est que les payer mieux pour qu'elles aillent plus vite au travail, c'est peut-être pas très intéressant. Ce qu'il faut travailler, c'est la question de la coparentalité et effectivement le partage du congé parental de manière obligatoire. On sait qu'il y a beaucoup de pères qui ne prennent pas leur congé parental. Donc trouver une manière de les intéresser plus et de faire en sorte qu'eux aussi ils puissent mettre pendant un temps leur carrière ou leur travail, non pas de côté, mais entre parenthèses, le temps des premiers soins des enfants. Et puis après, il y a la question aussi de la prise en charge des enfants, parce que c'est bien de dire on va réduire le congé maternité, des places en crèche, faire des places en crèche ou chez les nourrices. C'est un vrai enjeu. Et chez des enfants petits, enfin voilà, toutes les femmes qui ont été mères en travaillant savent que c'est une vraie galère. C'est compliqué. C'est un vrai enjeu en termes de politique de natalité, qui est très, très préoccupante. Et oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins d'enfants qui naissent en France. Il y a une question très liée aussi, c'est la présence des femmes dans les postes de gouvernance, de direction. Est-ce que là, ça progresse un peu ou pas du tout? Sur la Côte d'Azur? Alors très sincèrement, j'ai pas les chiffres là-dessus. Oui, après on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, en tout cas pour les mettre en valeur. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Je pense que l'exemplarité dans ce domaine-là est essentielle parce que c'est important de savoir que y en a qui ont pu le faire, donc si d'autres ont pu le faire, pourquoi pas moi? Et donc ça, c'est vraiment important. Et pour le coup, il y a beaucoup de communication là-dessus sur les femmes leaders d'entreprise, les femmes rebonds. Là, je sais que l'association des femmes chefs d'entreprise mène un travail justement de sensibilisation et de mise en valeur de ces femmes. Et quand moi j'assiste à leurs réunions, il y a des parcours vraiment extraordinaires et elles n'ont rien envie aux hommes. Il y a un trophée qui est fait, alors je sais plus, je crois que c'est la jeune chambre économique, je ne saurais pas dire, mais qui s'appelle le trophée rebond. Donc ce sont les parcours de femmes qui ont eu une période difficile et qui ont réussi à monter leur entreprise après soit un échec d'entreprise, soit un échec familial, et donc qui vient récompenser ces initiatives-là. Et voilà, cette exemplarité, elle est très importante parce qu'on est une communauté de sœurs. Moi, je crois beaucoup à la sororité et que l'exemplarité fait que on peut faire bouger les choses. Pour aider toutes ces femmes, il y a bien sûr la manière dont les collectivités s'engagent dans notre département. Je pense à la CASA, et c'est un exemple, puisque bien sûr il y en a d'autres. La CASA, qui représente donc entre autres Antibes, a signé un partenariat avec la Fédération des femmes entrepreneurs. Cela a pour objectif de donner plus de visibilité donc aux femmes dans le monde économique. Est-ce que c'est un engagement suffisant, Alexandra Martin, la visibilité? C'est important. Mais ce n'est pas suffisant. Moi, je préfère, mais je suis certaine que c'est le cas au sein de la CASA, mais voir les résultats, par exemple, moi, pour une communauté d'agglomération que je connais bien, Cannes-les-Reims, ou des communes qui sont dans ma circonscription, qui aujourd'hui ont des chiffres qui montrent que les femmes sont plus présentes, même encore que les hommes, à des très hauts niveaux, comme cadre ou comme agent. Donc ça, là, voilà, ça, pour moi, c'est un vrai résultat. Et finalement, ça se fait assez naturellement, en fait. Ouais. Oui, on se rend compte que finalement, quand on incite un petit peu, les choses bougent. C'est ce qui est encourageant. Il faut donner un coup de pouce de la part des politiques publiques. C'est ça. Ce qui est encourageant parce que ça veut dire que les choses peuvent changer. Bon alors, le 8 mars, c'est la journée des manifestations aussi. Le thème de cette année, en tout cas, selon plusieurs syndicats et plusieurs associations, c'est non à l'extrême droite. Pour ce 8 mars, on a le sentiment que ça va être le fil conducteur. FSU, par exemple, dénonce les propos racistes du ministre de l'Intérieur, veut la régularisation de tous les immigrés, notamment de toutes les femmes. On va entendre parler du Rassemblement national dans le cadre de ces manifestations. Alexandra Martin, le Rassemblement national compte quand même 6 députés, ou alliés en tout cas, sur 9 dans les Alpes-Maritimes. Est-ce que c'est un parti qui ne respecte pas assez les femmes? Écoutez, honnêtement, politiser à ce point-là, cette journée qui est dédiée aux droits des femmes, aux droits contemporains des femmes, parce que c'est ça qu'il faut aller chercher, il ne faut pas aller chercher les suffragettes, je trouve que c'est excessif. Et surtout, c'est pas intéressant et ça ne fera pas progresser le débat sur la place des femmes dans la société.
Voilà. Puis moi, je suis pas là pour commenter, pour parler du Rassemblement national. Voilà. Moi, j'ai jamais pensé qu'en politique, en tous les cas, une femme avait un chemin plus compliqué que les hommes. Mais bon, c'est peut-être subjectif. Frédéric Grégoire-Concas, en début d'année, le planning familial des Alpes-Maritimes a reçu des courriers de propagande anti-avortement. Est-ce que vous avez l'impression, le sentiment qu'il y a eu un mouvement, une tendance à la désinformation sur ce sujet ? Moi, je cite toujours cette phrase de Simone de Beauvoir qui dit qu'il suffira d'une crise politique, économique, religieuse pour que les droits des femmes soient remis en cause et que rien n'est jamais acquis. Et je crois que ce qu'on voit qui se passe outre-Atlantique, notamment aux États-Unis, avec la remise en cause dans beaucoup d'États du droit à l'avortement, ce qui a pu se passer en Pologne, ce qui se passe en Afghanistan, en Iran, enfin, on voit l'Afghanistan, en 1919, les femmes avaient le droit de vote. En France, on l'a eu beaucoup plus tard. Elles ne sont même pas autorisées à se parler. Une régression. Donc je dis qu'il faut toujours être vigilant. Et que oui, à partir du moment où il y a des partis qui prônent des restrictions au droit de l'avortement, oui, il faut être vigilant. Nous l'avons inscrit dans le marbre, dans la Constitution, et j'ai eu la chance de vivre ce moment historique. Je pense que j'aurais adoré être à votre place. Ah oui, c'était un moment mais voilà, émouvant. C'est aussi pour ça que c'était essentiel de le noter dans la Constitution. Mais c'est quoi aujourd'hui le féminisme ? Aujourd'hui, le féminisme, c'est pas de dire que les hommes préfèrent mangent de la viande. C'est pas ça. Le vrai féminisme aujourd'hui, c'est de défendre ces femmes afghanes, iraniennes qui se battent au péril de leur vie. En un mot, puisque le temps file et nous arrivons à la fin de cette émission sur une note un petit peu plus légère, j'aimerais vous faire réagir à Carnaval. La mairie de Nice a choisi un thème féministe pour l'année prochaine. Vive la reine. Il veut rendre hommage aux femmes qui ont ou qui marquent notre histoire. Alexandra Martin, ça vous inspire quoi ? Moi, je trouve que c'est trop donner finalement de place à ce qui aujourd'hui pour moi n'existe pratiquement plus. Oui, on a parlé des salaires, mais voilà, je trouve que c'est pas ça le féminisme et ça servira pas forcément la femme. Alors moi, je suis très contente. Je trouve que c'est bien. Après le carnaval, c'est aussi grotesque, donc j'espère que ce sera pas, sera pas un effet inverse. Merci à tous et merci à Aurélie Ronce pour la réalisation de cette émission. À très bientôt. Merci.